Merci d'être avec nous dans cette émission sur Radio Balafon. Marie-Flora Massana est toujours avec nous pour presque son émission la plus longue de la journée. Marie-Flora Massana est toujours là. C'est un véritable marathon depuis 6 heures du matin. Oui, justement. Je suis quand même debout depuis 4 heures. Donc là, il est 11h06. Oui. Mais nous sommes en pleine campagne électorale. Comme les candidats, nous avons également ce marathon médiatique. Oui, ça fait 6 millions de personnes qui vont vous écouter à l'instant, monsieur le ministre candidat. Issa Djamou Bakary, Fon René Marquez sera votre intervieweur en langue anglaise. Roland Tsapi, Emmanuel Coco, Marie-Flora Massana et moi-même Cyril Bojiko. Mesdames et messieurs, merci encore et bonjour et bienvenue dans cette spéciale présidentielle, élection présidentielle de Camerounais du 12 octobre prochain. Et en quelques jours seulement, Marie-Flora Massana voit s'affronter des personnalités au parcours antagoniste, l'opposition classique, la jeunesse et fait inédit d'anciens alliés du pouvoir. Et parmi ces anciens alliés, vous avez justement celui qui est notre invité ce jour, Issa Chiroma Bakary. Je cite, jamais depuis 1992, le Grand Nord, considéré comme le vivier électoral du pouvoir, n'avait présenté de candidature aussi forte en opposition frontale au régime. Le départ d'Issa Chiroma Bakary et Bello Bouba Maïgari du gouvernement est-il la fissure que l'opposition attendait depuis 40 ans? Eh bien, cette décision se tient alors que la crise anglophone, il sort du nord-ouest, notamment de Bamenda, et la menace Boko Haram continue de peser lourdement. Le thème du salut national prôné par Issa Chiroma Bakary est-il la réponse aux urgences sécuritaires du pays? Et dans notre invité donc, dans la grande interview, est l'un des hommes qui incarne le mieux la complexité et les contradictions de l'appareil de l'État camerounais. Issa Chiroma Bakary, lui, dirige le Front pour le salut national, le FSNC. Fidèle défenseur, ancien ministre des Transports, puis surtout ministre de la Communication de 2009 à 2019, ministre de l'Emploi jusqu'en 2025. Il fut pendant des années la voix et le bouclier médiatique le plus fervent du régime de Paul Biya, connu pour ses discours passionnés. Marie-Flora Massana. Mais c'est également celui de la rupture. Issa Chiroma Bakary, sa candidature pour 2025 est le point d'orgue d'un changement de cap spectaculaire. Après des décennies de loyauté, eh bien, il a démissionné du gouvernement pour dénoncer l'oligarchie au pouvoir et les dysfonctionnements du système. Et son slogan est clair, le salut national. Il se positionne comme un candidat consensuel qui comprend les mécanismes de l'État, mais qui est décidé à les reformer de l'intérieur pour le bien du Cameroun. Monsieur le ministre Issa Chiroma Bakary, bonjour. Mes hommages, madame, merci pour ce privilège redoutable que vous m'accordez. C'est un autre honneur. Merci, c'est un plaisir parce que Balafon et cette radio qui a su conquérir les cœurs. Merci. Par la franchise du discours, par la qualité des acteurs que vous recevez. Et c'est une très bonne chose. Il faudrait qu'il y ait d'autres balafons parce que il faudrait absolument que les Camerounais aient la possibilité de savoir ce qui se fait à l'intérieur comme à l'extérieur, sans prisme qui travestisse la réalité, sans plaire. Parce que parfois la vérité nue est peut-être difficile à avaler, mais c'est utile de temps en temps. Merci, monsieur le ministre, et merci pour ces sages conseils que nous allons garder et prendre en notre compte. Mais monsieur le ministre, vous étiez le plus grand défenseur du régime. C'est la question qui revient. C'était hier. Aujourd'hui, vous parlez de salut national. L'électeur est en droit de se demander quand avez-vous eu tort? Hier, quand vous défendiez ce système, et aujourd'hui, quand vous le combattez, qu'est-ce qui s'est passé? Vous savez, lorsqu'on est dirigeant d'un parti politique, quand on crée un parti politique, c'est pour la conquête de tout parti du pouvoir. Mais il y a une constante de la vie. Lorsque la maison dans laquelle vous habitez est menacée jusqu'à dans son existence, toute la nation doit se mobiliser pour sauver l'essentiel. Je veux par là dire que, oui, je suis président du FSNC, l'objectif étant naturellement la conquête du pouvoir, mais chaque fois que l'enjeu de la bataille est la survie et la protection de la nation, on met de côté ses spécificités, ses particularités pour
ajouter sa force à celle des autres pour la protection de l'essentiel qui peut être l'objet d'une menace, une menace qui peut être existentielle. Vous avez évoqué tout à l'heure le salut, monsieur le président du FSNC et candidat à l'élection présidentielle. Vous avez servi le régime jusqu'en 2025. Nous sommes toujours en 2025. Pourquoi le salut national est-il devenu, monsieur Issa Chiroma Bakary, une urgence seulement après l'annonce de votre candidature et non lorsque vous étiez en première ligne du pouvoir? Lorsqu'on est en première ligne du pouvoir, on accepte de se sacrifier parce que le chef de l'État et son gouvernement ont la lourde responsabilité de répondre à l'attente du peuple, doit être protecteur et promoteur de l'intérêt général. Quand vous acceptez donc de prendre part à un gouvernement, ou, si c'est nécessaire, vous mettez de côté le programme et les spécificités de votre parti, si c'est nécessaire, ou alors vous conservez une partie pendant que l'autre partie demeure la partie du gouvernement. Tout dépend donc des circonstances. Vous avez évoqué, vous dénoncez également l'oligarchie au pouvoir. Pouvez-vous nous identifier, ou pouvez-vous identifier un seul exemple de décision ou de loi que vous avez combattu au sein du Conseil des ministres en raison de son caractère oligarchique? Je vous vois sourire, monsieur le candidat à l'élection présidentielle. Merci beaucoup. Vous savez, merci de m'avoir posé cette question. Tout au long de mon séjour au gouvernement, d'abord, porte-parole du gouvernement. À ce stade, vous acceptez d'être la protection et le promoteur. Le ministre en charge de la communication, quand il est porte-parole du gouvernement, ce fut mon cas. Votre responsabilité est de protéger et de promouvoir l'image du Cameroun de manière générale et de manière singulière, celui et ceux qui incarnent le pouvoir. Donc, j'ai l'habitude de dire à vous, les journalistes, ce que je souhaite, c'est que vous m'écoutiez et que vous validiez mon discours. Mais si à un moment donné, il y a donc divergence, alors que je vois que c'est blanc, vous vous dites que c'est noir, je vous accuse d'être daltonien. C'est ma mission, c'est ma responsabilité, c'est de faire en sorte que l'image du gouvernement soit toujours protégée et promue. C'est la responsabilité du ministre en charge de la communication parce qu'il est le porteur de la parole du gouvernement. Et dans ce cas, monsieur le ministre candidat Issa Chiroma Bakary, entrons dans le vif du sujet, allons sur des questions qui concernent votre programme politique, notamment la crise sécuritaire. Ces 48 heures, le Gostan a été levé à Bamenda et à Boya. Des lettres circulent à ce propos. Des personnes qui se réclament de l'état d'Ambazonie vous accordent leur sympathie et vous accordent aussi la présomption de la bonne foi politique pour régler définitivement la crise anglophone. Parlons-en, monsieur le ministre. Votre programme promet la paix. En tant qu'homme d'État, quelle est la seule et unique concession politique ou constitutionnelle que vous êtes prêt à faire pour que les séparatistes du Nord-Ouest et du Sud-Ouest déposent les armes? Pour qu'ils déposent les armes, il faut d'abord leur donner la possibilité de s'exprimer. Les pères fondateurs nous ont légué un héritage. Le Cameroun tel que nous l'avons connu, la forme du gouvernement étant le fédéralisme. À la naissance de notre État, nous sommes partis par le fédéralisme. Ensuite, chemin faisant, il s'est avéré que la gouvernance de la fédération avait un coût que notre économie ne pouvait pas supporter. Et il y avait énormément de problèmes. Il y a un gouvernement fédéral et puis des États fédérés. Ça a un coût exorbitant que notre économie à cette époque-là ne pouvait pas supporter. C'est donc pour cette raison probablement que le président de la République en son temps, de concert avec ses collaborateurs et avec ses partenaires politiques, ils ont convenu qu'en l'état, notre nation ne pouvant pas supporter, il était question donc
de comprimer, de faire disparaître les coûts exorbitants qui dépendaient donc de la fédération. Donc, à ce moment précis, on est parti donc du fédéralisme pour venir vers l'État unitaire, aujourd'hui la République. Maintenant, vous me posez la question, s'agissant donc des sécessionnistes et autres. J'ai dit aujourd'hui, rien n'est figé dans l'existence. La seule chose qui ne change jamais de toute l'existence, c'est que tout change. Nos compatriotes ne se sentaient plus à l'aise dans notre nation. Ils se sentaient frustrés, marginalisés. Et à cet effet, le manque de dialogue, le manque d'ouverture d'esprit et de concertation les a amenés donc non seulement à préconiser, vous savez, dès le mois d'octobre, enfin, vous avez la possibilité de constater que tous les premiers octobre de tous les ans, oui, les séparatistes manifestaient d'une manière clandestine. Puisqu'ils étaient combattus, le principe existait et ils partaient du principe qu'ils ont été floués lors de la constitution des termes référendaires. Vous savez, pour vos auditeurs et téléspectateurs éventuellement, le Cameroun, au lendemain de l'indépendance, plutôt au lendemain de la défaite de l'Allemagne, le Cameroun a été placé sous la tutelle de deux nations européennes. Une partie par la France et l'autre partie par la Grande-Bretagne. Lorsque notre nation a accédé d'abord, la partie sous la dépendance de la France a accédé à l'indépendance. Ok, il n'y a pas de souci, c'est l'indépendance qui nous a été accordée par la France, dans les conditions que nous connaissons. Je saisis cette opportunité pour rendre hommage aux pères fondateurs pour qui la dépendance était inacceptable et ont fait recours aux armes pour bouter hors de nos frontières le colon. Ils ont sacrifié de leur sang, de leur famille pour cela. Chaque fois que j'ai l'opportunité, leur rendre hommage est quelque chose de très important. Maintenant, la deuxième partie, qui avait la possibilité de choisir entre le Nigeria et le Cameroun. Les Nations Unies qui en administraient cette partie avaient donc soumis au référendum la partie qui était gouvernée par les Britanniques, le Cameroun, le nord-ouest et le sud-ouest. Mais il se trouve qu'on ne leur a jamais demandé la possibilité d'exister en tant que tel. On leur a simplement demandé de choisir, de se rattacher ou au Cameroun ou au Nigeria. La partie nord de cette partie a choisi, dans des conditions pas claires, la partie du nord a choisi de rester avec le Nigeria, tandis que la partie sud a choisi donc de rester avec le Cameroun. Donc déjà à ce point, il y a un malentendu, sinon une démarche conflictuelle. Les sécessionnistes disent qu'ils ont été floués. Ils ont été floués parce qu'on ne leur a jamais demandé s'ils acceptaient de constituer un État. Pour les Britanniques, pour les Français, pour les Nations Unies, cet État ne pouvait pas être viable. C'est pour cette raison qu'on ne leur a pas demandé la possibilité de constituer leur État. Okay? Donc, le référendum a été organisé. L'immense majorité de ceux donc, du Sud avaient choisi donc, de rester. Mais sur la base, sur une base acceptée par les uns et les autres. Donc, le fédéralisme avec des concessions mutuelles, le bilinguisme et tout ce qui va avec. Voyez-vous? Donc, à partir de ce moment-là, tous ceux qui n'étaient pas d'accord, tous ceux qui ont été frustrés de la troisième possibilité, Cameroun, pas Cameroun, constitution de leur État, tous ceux qui n'ont pas eu cette troisième possibilité n'ont jamais validé ce référendum-là. Ils disent donc il faut absolument qu'ils aient leur État, et cet État, ils l'appelaient donc l'Ambazonie. Ok? Donc, voilà, pour ceux qui ne savaient pas, de manière diagonale,
la lecture que je pourrais donner et ce qui a été donc la cause. Je disais donc tout le 1er octobre, les sécessionnistes manifestaient clandestinement. Donc vous connaissez les événements qui ont provoqué donc le déclenchement de la contestation, de la protestation, et ils ont donc saisi cette opportunité pour exiger maintenant l'indépendance de ce qu'ils ont appelé l'Amazonie. Le nord-ouest et le sud-ouest devaient constituer donc leur État. Et cela en raison des frustrations. Il faut dire qu'il y a eu des manquements, des frustrations, des marginalisations. Et le grand dialogue national n'a pas été la solution, monsieur le ministre? Le grand dialogue n'a pas été la solution puisqu'ils n'ont pas déposé les armes. Ils n'ont pas déposé les armes, ça veut donc simplement dire que toutes les conditions, tout ce qu'ils en entendaient n'a pas été mis à leur disposition. C'est donc pour cette raison qu'ils continuent, ils ont continué et continuent encore à manifester. Tout à l'heure, vous avez dit les Amazoniens ont décidé de me soutenir et qu'ils ont accordé une trêve de 3 jours, donc d'autres disent une semaine. Oui, parce que dans mon programme, je préconise le retour au fédéralisme. Et vous allez procéder comment? Est-ce que ça sera par référendum, justement? Attendez. Non seulement le retour au fédéralisme, je libère tous les prisonniers politiques. Quelle que soit la faute qu'ils aient commise, je les libère d'abord pour ceux qui n'ont pas eu du sang entre les mains. Amnistie totale. Mais pour les autres, dans une deuxième phase. Parce qu'il faudrait que les Camerounais sachent exactement qui a fait quoi. Non pas parce qu'on va les condamner, mais il faudrait qu'on leur donne la possibilité de se repentir, de présenter des excuses, de demander pardon à la nation. Et en ce moment-là, le chef de l'État, disposant donc de pouvoirs discrétionnaires dans ce domaine-là, leur accordera également l'amnistie. Donc, la différence que j'ai avec les autres, c'est que, je préconise donc le fédéralisme. La première année, il faut absolument qu'on y pense. La forme de l'État dépend naturellement de l'écosystème, de l'environnement, des frustrations dont les uns et les autres font l'objet. Alors je mettrai donc en place immédiatement une expertise qui va nous suggérer la forme viable de l'État fédéral, la forme viable économiquement, humainement. Donc on me mettra, ces experts, ce sera des juristes, ce sera des historiens, des politiciens, et puis la classe politique. C'est tout ce beau monde-là que je mettrai donc autour d'une table pour que de manière ouverte, que les uns et les autres puissent s'exprimer. Une fois donc qu'on aura dégagé la synthèse, la forme de l'État, en ce moment-là, on dira, par exemple, ce que, d'entrée de jeu, ce que nous allons exiger, c'est que toutes les richesses du sous-sol soient la propriété de l'État. Toutes les richesses du sous-sol. De cet État-là? De la nation. La nation camerounaise. De la nation camerounaise. Toutes les richesses du sous-sol, toutes les richesses minérales, ça appartient à l'État. Disons, ça appartient à la nation. À la nation, oui. Okay? Oui. Maintenant, quant au privilège à accorder aux uns et aux autres en raison de leur présence sur le terroir, voyez-vous, et de la dégradation de l'environnement, des privilèges doivent leur être accordés. C'est-à-dire, on va leur accorder du revenu de l'exploitation, on pourra leur accorder 5%, 10%, 15%, en fonction de la dégradation de l'environnement, de la lutte contre la pollution et des dommages qu'ils auront subis. Mais pour ce qui est donc de ces richesses-là, il faudrait absolument que ce soit les richesses qui appartiennent à la nation, à l'État, et l'État ayant donc la responsabilité de gouverner de manière équitable. Ce n'est pas ce qui est fait maintenant, monsieur le ministre? Ah non, pas du tout, ce n'est pas ce qui est fait. Ce n'est pas du tout ce qui est fait en ce moment. Écoutez, je prends l'exemple de nos richesses à l'Est. Aujourd'hui, une bonne partie, disons que notre richesse est en train d'être pillée par des étrangers. J'ai eu l'opportunité de me rendre à l'Est, à Bertoua, à Batouri, un peu partout, dans le cadre de ma responsabilité de ministre en charge de l'emploi et de la formation professionnelle. Vous savez que l'État, j'ai réussi donc à faire passer la loi qui met à contribution tous les étrangers, quels qu'ils soient, les mettre à contribution pour la construction des centres de formation professionnelle.
Aujourd'hui, nous avons des centaines de milliers de Camerounais qui ne travaillent pas, non pas parce qu'ils ne veulent pas, mais parce qu'ils n'ont pas été formés. Et les diplômes dont ils sont détenteurs aujourd'hui ne satisfont pas les attentes du secteur de production. C'est donc pour ces raisons, dès lors que l'étranger travaille à la place du Camerounais, il faut donc qu'il donne plus de 2 mois de son salaire avec certains avantages. Alors cet argent, je collectais cet argent. L'année dernière, par exemple, j'avais réussi à collecter près de 15 milliards, 14 milliards, 15 milliards, parti de zéro. J'ai collecté 15 milliards. Cette année-ci d'aventure, j'étais resté au gouvernement. On avait placé la barre jusqu'à 20 milliards. Le problème donc de notre économie, et c'est ça le drame, le problème de notre système éducatif, notre système éducatif, il est mauvais. Il faut le réformer. Il est mauvais parce qu'aujourd'hui, une nation comme la nôtre, qui doit se développer, qui vise l'émergence, n'a pas la main-d'œuvre qualifiée pour faire ce travail. Nous avons des centaines de milliers de jeunes Camerounais avec des masters. Un master ne crée pas de la richesse. Notre économie a formé d'excellents gestionnaires de la richesse. Mais nous n'avons pas formé les créateurs de la richesse, ceux qui fabriquent la richesse. Le problème du Cameroun, c'est pour ça. Et d'ailleurs, c'est pour cette raison, dès mon arrivée à la présidence, les États généraux de l'éducation, il faudrait placer la formation technique et professionnelle sur un piédestal. Toutes les nations aujourd'hui qui gouvernent le monde, ce n'est pas l'enseignement général. C'est l'enseignement technique et professionnel, l'enseignement technologique et professionnel. Donc, dès mon arrivée, il faut absolument les États généraux de l'éducation qu'on construise et qu'on place la formation technique et professionnelle sur un piédestal au même titre que les autres ordres. C'est-à-dire, vous avez l'ordre de l'enseignement primaire, secondaire, supérieur, et il faudrait qu'il y ait également un ordre tout aussi important, sinon plus, en raison du retard qui est le nôtre, l'enseignement technique et professionnel. Il faudrait que l'enseignement technique et professionnel soit, valorisé. Pendant longtemps, de l'indépendance jusqu'à présent, l'État n'a pas construit un seul centre de formation professionnelle digne de ce nom. Il y a ce qu'on appelle le SAR-SM. Vous connaissez le SAR-SM? Oui, bien sûr. Alors, accordez-moi une seconde, parce que votre radio est une radio très, très, très suivie. Il faudrait que les parents comprennent une chose. Tout ce que vous avez dans votre maison, quel que soit ce que vous avez, il n'y a pas un master qui a contribué à sa construction. Tous les habits que nous portons ici, radio et télévision que nous avons, ce n'est pas l'enseignement général qui a construit ça. C'est l'enseignement technique et professionnel. L'enseignement technique et professionnel qui repose sur la science et autres. Donc ça, c'est très important. Je dis, dès que j'arrive, il faut absolument valoriser l'enseignement. Pourquoi est-ce que nous sommes pauvres aujourd'hui? Pourquoi? Nous sommes pauvres aujourd'hui parce que nous ne transportons rien. Aujourd'hui, nous dépensons 3 000 milliards, 3 à 4 000 milliards pour nous procurer ce que nous pouvons produire sur place. On dépense par exemple des milliards pour acheter du riz, du poisson, toutes choses que nous pouvons produire. Ça veut simplement dire où la cécité politique ou la faiblesse de leadership. Le jour où j'ai dit la chose suivante, que le master ne produise rien, il faut absolument, vous les parents, je vous demande de ne plus envoyer vos enfants faire des masters et autres. Il y a une levée de bouclier. Chiroma doit démissionner. Maintenant, évidemment, j'ai démissionné. Je pense que ça leur fera plaisir. Une levée de bouclier. Oui, Chiroma exagère, machin. Aujourd'hui, on parle de la professionnalisation de l'université. Aujourd'hui, on parle de l'étudiant entrepreneur. Simplement parce que, et je dois le reconnaître au Premier ministre, M. John Gouté, lors de conseils de cabinet, je martelais en permanence, nous allons dans le mur, nous ne produisons absolument rien du tout. Il faut valoriser la formation professionnelle. C'est à partir de ce moment-là, il y a 3 ans, donc on a pris, et aujourd'hui tout le monde s'accorde à dire. Alors je dis que nous sommes pauvres parce que nous ne créons pas de richesses. Toutes les richesses du sous-sol là, nous les exportons et nous importons le produit fini avec l'inflation et tout ce que ça compte. Donc c'est notre pauvreté procède de la cécité, de l'incompréhension ou alors de l'égoïsme de ceux qui sont au pouvoir. Vous savez, moi, président de la République, les ingénieurs, je vous assure que je les mettrai un peu partout. Parce qu'il faut qu'on crée de la richesse.
Aujourd'hui, je ne sais pas où se trouve notre balance, c'est pas la balance économique. Non. Les exportations, importations, exportations. Non, pas du tout. Vous savez, la monnaie, oui. lorsque vous présentez un billet de 1000 francs ou même 5000, il est valable parce qu'il y a l'équivalent or de ces 5000-là qui se trouve quelque part dans notre banque. Je vous donne 500 francs. Avec 500 francs, vous avez le droit d'aller à la banque centrale pour demander qu'on vous donne l'équivalent or des 500 francs que vous donnez. Or, aujourd'hui, notre réserve d'échange, voilà le terme que je cherchais, notre réserve d'échange n'autorise pas aujourd'hui, si vous allez à l'étranger, on ne vous permet pas de dépenser comme vous voulez. Pourquoi ? Parce que notre monnaie risque d'être un simple papier. S'il n'y a pas équivalent d'or de l'argent que vous dépensez, votre monnaie ne représente rien. Et aujourd'hui, notre économie respire en raison de l'assistance respiratoire financière des institutions internationales partenaires. Le Fonds monétaire, la BAD, l'AFD, ainsi de suite. Voyez-vous, donc voilà les difficultés, nos difficultés financières. Notre pauvreté s'explique par notre incapacité à créer de la richesse exportable, de la richesse vendable. Parce que si nous vendons du riz, par exemple, même au Sénégal, disons que là encore c'est un peu le CFA, mais nous vendons par exemple au Nigeria. C'est des devises que le Nigeria doit nous donner pour que, en contrepartie de la richesse que nous allons vendre. Donc, parce que nous ne créons pas de la richesse, nous n'avons pas de la réserve. Notre réserve d'échange qui doit avoir des dollars, de l'or et tout ce que vous voulez, cette réserve-là, chaque fois que nous achetons quelque chose à l'extérieur, cette réserve diminue. Et la valeur de notre monnaie aussi diminue. À un moment donné, s'il n'y a pas suffisamment de réserves, alors on va dévaluer notre monnaie. Donc pour éviter ça, il faut créer de la richesse. Et pour créer de la richesse, il faut la formation professionnelle. Donc vous comprenez donc le cycle. Vous avez dit que vous mettrez des ingénieurs partout. D'ailleurs, du temps où il était ministre de l'Emploi et de la formation professionnelle, il avait eu justement à dénoncer ce fait-là en demandant aux parents de renvoyer leurs enfants faire des études techniques plutôt que l'enseignement général. Il avait d'ailleurs ressuscité entre guillemets beaucoup de centres de formation ici à Douala d'ailleurs. On l'avait vu à JFN également. Fon René Marquez. Yes, good morning, Mr. Benissa. You're welcome. Welcome back from the Northwest and Southwest region, Burian Bamenda, to be more precise, where you had to brave the odds to campaign. Now, I have this question. I want to find out. You apologize to the Anglophone community. Now, thus, your apology to the Anglophone community indicate that you regret the statements or some of your actions as Minister of Communication and the impact that it had on the population, because some critics say you are doing so, you're apologizing because you need their vote. Not at all, not at all. Even if I was not running for the presidency, somewhere I don't feel comfortable. The time when I issue such a statement, I am the spokesperson of the government. My voice, my point of view has to disappear. I have to convey and to dispatch the message that comes from the Prime Minister's office, the presidency, or the office of any ministry where the minister is on the limelight. So this has to be brought to the knowledge of each and everyone. If I were, I was still Minister of Communication, no doubt I have continued in the same venue. Now that I am no longer Minister of Employment and Vocational Training, I have feeling that my speech, not mine, the government speech, because the government used my voice to give its opinion about what has taken place in order to avoid the distortion of the fact. So now that I am no longer member of the government, my responsibility will
consists of enlightening. I have to enlighten people to let them know the reason why I said what I said. But what I did was wrong. I admitted it, and I said that I apologize because, as I said, when the stake of the game is the protection of the government, when the vessel is on the threat of sinking, my responsibility, even though the situation is black, I have to do whatever I can in order to convince you that it is white, not black, as I know it is. But this, as in my capacity as a minister, this is my responsibility. Let them understand this. Even I don't ask them to vote for me, but I apologize. If they are willing to vote for me, I will be very much delighted and pleased. But what I did what is right. This is not the first time I apologize. When I was transferred from the Minister of Communication to Minister of Employment and Vocational Training, I took the floor and I apologized. I did this, I said this at this time on behalf of the government, not on behalf of the minister. Please understand what I said. I took the floor, I gathered journalists, I shared with them the information. Now depend on you to say Minister Chiroma is a liar or he is telling the truth. This belongs to you journalists. Mine is to say the fact as the government wants me to do. You talked about granting amnesty to some separatist leaders in prison if you are voted president. Now, what is the relationship between you and some of these separatists, especially those out of the country, those that have been fanning violence in the northwest and southwest regions? I heard some comments. That you said you are friends with Chris Anu. Yes, how deep is that? I said it because when I was a minister of a communication spokesperson of government, all of them have issued that threat. They condemned me to be assassin, to be killed. All of them. Chris Anu was among those who I keep contact with them whenever this was necessary. They are not enemy. You understand? They are not my enemy. They are the enemy of the state because they wanted to break they wanted to break into pieces our nation. They wanted to take away northwest and southwest. They wanted to break the continuity of our frontier. It is unacceptable today. It is always unacceptable. That reason why I say that we have to put in place an occasion that will bring together all the actors, including those who are jailed today. It is purposeless. If to free them, to grant them amnesty will help us solve this problem, I'm going to consent this, and I will enable them to come to sit round table and to say we were frustrated, we were this and that, and we do not accept it. Okay, we will see together how to mend it, how to revamp what has been broken. This is our responsibility as a politician. The head of state has a discretionary power to pardon. Okay, I will use this leverage to pardon them because where they are in the foreign countries, they are contributing to build those nations. We need them to come back here at home. Intellectually and financially, they are very much useful. They are very much important. That reason why I say, okay, let us address this issue. Let us solve this problem, and it is possible to be solved. 20% of our economy is deprived of all the resources that used to come from the northwest and southwest.
20% of this. This is wrong. It is wrong. And this nation belongs to all of us. Nobody can claim to be, this is my private thing, this is my private property. Not at all. We are equal shareholders of this nation. Let us never lose this in mind. Let us keep in mind and be humble in order to listen the other, to understand what are the grievances, what are the problems against the government, or then round table. We have to strategize it. We have to come together in order to find, through dialogue and negotiation, to find a common ground that will enable us to bring to an end this devastating war. How many lives have been suppressed? How many property have been destroyed? This is unacceptable in a nation like ours. I will invite them to join us. They will be here. This is my responsibility. As I have this discretionary power, I will grant them amnesty. And I say, let bygone be bygone and let us move forward. Avant d'entamer le sujet sur la gouvernance et l'économie dans votre programme de rupture, monsieur le ministre candidat, Marie-Flora Massana voulait justement sauter sur l'occasion du retour de nos frères et sœurs de la diaspora pour évoquer justement un sujet qui lui tient à cœur sur la diaspora camerounaise. Alors, ce sujet, peut-être avant d'arriver sur le sujet sur la diaspora, il y a un autre pan, M. Issa Tiroma Bakary, qui vous tient à cœur, c'est celui de la lutte contre Boko Haram. Il y a toujours des exactions dans la partie septentrionale de notre pays. La stratégie actuelle contre Boko Haram est essentiellement militaire. Quelles mesures socio-économiques inédites ou même encore ciblées proposerez-vous pour démanteler la base de recrutement de Boko Haram dans la région du lac Tchad? Pas seulement dans la région du lac Tchad. À l'extrême nord, Dieu merci, jusqu'à date, le nord a été épargné. Lorsque une communauté, un peuple est frustré, marginalisé, mis en marge, vous savez, ça crée des frustrations. Ça crée des mécontentements, ça crée des révoltes, à telle enseigne que Boko Haram prospère parce qu'il y a justement ces frustrations. C'est parce qu'il y a ces dénis de droits, en particulier à l'extrême nord. Aujourd'hui, la pauvreté, la misère qu'il y a dans la partie septentrionale, vous ne pouvez pas imaginer. Il faut aller sur place. Il faut aller sur place pour voir ce dont souffrent ces populations. L'extrême nord en particulier, puis le nord un peu moins l'Adamawa. Donc Boko Haram prospère là où il y a la souffrance, les dénis de droits et la misère. Maintenant, pour régler ce problème, la jeunesse par exemple, il faut absolument donner du métier, il faut donner de l'emploi à ceux qui n'en ont pas aujourd'hui. Ils n'en ont pas aujourd'hui, comme je dis, simplement parce que écoutez, un charpentier, un soudeur, un étanchéiste, il ne passe jamais la nuit le ventre vide. Mais ayez votre doctorat, quelle que soit la discipline. Vous avez un doctorat en histoire, en géographie, lettres modernes, lettres classiques et même en économie. Vous allez travailler chez qui? Avec un CAP, les gens qui ont le CAP dans le domaine du développement de notre économie, ils ne dorment jamais le ventre vide. Alors Boko Haram prospère parce que la jeunesse de ces endroits-là, par dépit, faute de mieux, ils vont vers Boko Haram qui leur propose au moins quelque chose. Pour régler donc ce problème, il faut absolument des investissements colossaux. Il faut absolument former les jeunes, leur donner des métiers qui leur permettent soit de s'installer en auto-emploi ou alors de servir dans des entreprises. C'est urgent, c'est indispensable. Cyril Bojiko évoquait tout à l'heure la diaspora. Qui nous regarde, ils sont très nombreux à être connectés à la diaspora. Alors, une grande partie de l'opposition radicale est en diaspora. Monsieur Issa Tiroma Bakary, vous êtes candidat à l'élection présidentielle. Votre programme intègre-t-il un plan pour les faire revenir sans crainte? La précision en vaut la peine et bien sûr les impliquer dans le processus de reconstruction nationale au-delà de la reconnaissance de ce que tout le monde attend, la double nationalité. Vous savez, dès que j'arrive,
Let bygone be bygone, comme on a dit. Laissons le passé mourir. Si d'aventure membres de la diaspora, il y en a qui redoutent la justice camerounaise, ces problèmes seront mis à notre disposition et nous les traiterons de manière à ce que la peur, le doute disparaissent de l'esprit de la diaspora. La diaspora, c'est deux choses. La diaspora, d'abord, c'est un capital savoir-faire, puisque ceux de la diaspora aujourd'hui concourent à l'enrichissement des nations dans lesquelles ils sont en train d'opérer. Cette richesse-là, si elle pouvait être produite chez nous, ce serait 1000 fois mieux. Donc là où ils sont, ils servent les industries, ils servent des entreprises, ils sont utiles. Pas au Cameroun, mais au pays dans lequel ils travaillent. La deuxième chose, ils ont des moyens. Ils ont de l'épargne. Nous avons besoin qu'ils viennent investir dans leur pays. Je prends un exemple. Aujourd'hui, le domaine minier est un trésor immense. Nous souhaiterions que la diaspora vienne pour nous donner, pour partager d'abord avec nous leur capital savoir et savoir-faire, mais surtout faire en sorte que partout il est question d'extraire une richesse du sous-sol, que les Camerounais soient princes chez eux. C'est-à-dire que privilèges soient accordés aux Camerounais de manière générale, en particulier ceux qui détiennent du capital et le savoir-faire. Pour cela, ils seront naturellement beaucoup plus privilégiés par rapport aux autres. Donc la diaspora, nous en avons besoin. J'ai dit, ils ont de l'épargne. Cette épargne doit être collectée et mise à la disposition de l'économie nationale pour sa prospérité. Est-ce que vous allez faire comme au Sénégal, monsieur le ministre, en créant une banque de la diaspora? Ça a été le cas au Sénégal et ça marche bien. Vous savez, cher monsieur, il fut un temps où ce pays, le Sénégal et tous ces autres pays-là, ils se miraient au Cameroun. C'était le Cameroun qui était le leader. Vous savez, le peuple camerounais a ceci de particulier, c'est un peuple conquérant, c'est un peuple baroudeur qui ne s'est jamais avoué vaincu. Un Camerounais peut tomber, mais ne vous en faites pas, il va se relever. Aujourd'hui, on dirait le défaitisme, la fatalité s'est installée dans la poitrine des uns et des autres. Moi, dès que j'arrive, je vais dire aux Camerounais de manière générale, réveillez-vous, réveillez-vous. Le peuple camerounais était redouté pour son efficacité, voyez-vous, pour sa capacité, c'est un peuple qui a de niaque. Donc, la diaspora, qu'elle vienne. La diaspora trouvera en moi un partenariat. Je préfère 1000 fois leur investissement, la protection de leur investissement, que des emprunts aujourd'hui à taux usuraire que nous contractons simplement parce que notre économie aujourd'hui n'a pas suffisamment de réserves. Lorsqu'une économie est prospère, le taux d'intérêt qu'on impose, c'est des taux concessionnels, 2% maximum 3%. Mais un pays comme le nôtre aujourd'hui, pour emprunter, ils empruntent à 6%, 7%, voire même 10%. Parce que notre économie, l'instabilité au Cameroun et la faiblesse de notre économie aujourd'hui font que l'investisseur demande une marge bénéficiaire suffisante pour couvrir ses risques. Donc, je reviens donc à la diaspora, je reviens au peuple camerounais pour dire donc, la diaspora est utile. Si elle m'entend, qu'elle sache qu'avec moi, il y a donc ça, il y aura l'amnistie pour ceux qui ont des difficultés. Vous savez, il faut faire table rase du passé. Il faut faire table rase du passé. Tous ceux qui sont en prison ici, là, s'il est établi que c'est des prisonniers politiques, on va les sortir. On va leur accorder l'amnistie. Et la double nationalité? La double nationalité, j'ai commencé par ça. Nous leur accorderons. La nationalité doit être protégée. Les experts, les constitutionnalistes, les experts politiques étudieront. Mais le principe, c'est la double nationalité. Mais quand ils viendront, ils vont investir. Quels sont les aspects qui leur seront accessibles ou pas? Vous savez, on ne va pas inventer la roue. Nous allons voir les modèles dans les pays, au Mali, au Sénégal et tous ces pays. On va s'inspirer de ce qui se fait et puis on va leur donner la possibilité, avec néanmoins un surplus. On va leur donner la possibilité de venir et puis de montrer leur talent.
de permettre le recrutement des Camerounais, ainsi de suite. Donc la diaspora, c'est les partenaires dont j'ai besoin pour relancer notre économie, mais surtout, il faut aller au tréfonds de chaque Camerounais aujourd'hui pour libérer, d'abord pour nous émanciper de la peur. Aujourd'hui, les Camerounais sont tenus en laisse par la peur. Il faut absolument que les Camerounais soient libérés de cette peur-là. Et d'ailleurs, c'est pour cette raison que tout va de mal en pire. Alors, monsieur le ministre candidat, vous le savez très bien, pour libérer les Camerounais de la peur, il va falloir que le chef suprême des armées, que vous serez, si vous êtes élu... Pourquoi vous dites si? Comment? Bon, dites, monsieur le président. Dites, monsieur le président, vous êtes président, et puis voilà, je comprends que... Je vous comprends très bien. Moi, je vais vous poser une question. Dites-moi un seul parti politique qui est en mesure de faire ce que j'ai fait jusqu'à date. Voyez tous mes meetings, quels qu'ils soient, 10 000, 20 000, 50 000, 100 000 et plus. Quel est ce parti politique-là? Vous avez réalisé des exploits. D'ailleurs, le président du Malien Manissé Kane l'a dit hier, quand même en 92, il n'a pas vu une telle ferveur populaire. Non. Ça veut simplement dire que Chiroma leur inspire confiance. Donc ne dites pas si vous êtes élu. Le peuple, lui, il a déjà fait son choix. Je constate que vous êtes en retard. Mettez-vous donc au niveau. Dans ce cas, vous avez parlé de la libération de la peur. Il va falloir donc que le chef suprême des armées remette l'armée à la nation. Cette question préoccupe Roland Tsapi. Oui, monsieur le ministre candidat, lors de votre démission du gouvernement, vous avez commis une lettre aux Camerounais en expliquant un certain nombre de raisons pour lesquelles vous êtes parti et surtout en dénonçant des dérives au sein du gouvernement, parmi lesquelles celle de l'armée également. Alors, quelle est la réforme clé que vous apporterez au statut du militaire pour garantir son impartialité et sa loyauté à la Constitution plutôt qu'à une seule personne quand vous serez président? Vous avez tout dit. Fidélité et loyauté à la République, pas à un homme. Le malaise du Cameroun aujourd'hui procède de ce qu'il y a une concentration excessive du pouvoir entre les mains d'un homme. Demain, Chiroma, président de la République, ne lui confiez pas autant de responsabilités parce que le pouvoir est enivrant. Vous savez, c'est une drogue. Vous ne serez pas chef suprême des armées? Mais écoutez, je ne serai pas chef supérieur des armées ou chef supérieur des armées. Ce n'est pas l'enveloppe qui compte, c'est le contenu de l'enveloppe. Il ne faut pas qu'il y ait d'équivoque. Vous êtes, de par la Constitution, le chef des armées incontestablement. Mais il faudrait que cette armée-là soit au service de la nation. Mais pas une armée aujourd'hui qui ne fait pas allégeance à la République, mais qui fait plutôt allégeance à cette espèce d'oligarchie prédatrice de notre richesse. Aujourd'hui, on vous dit que tel, voilà, sur haute instruction du chef de l'État, machin, vous apprenez donc tel. Non. C'est délicat ce domaine-là. Je dis simplement que les militaires sont au service de la nation. Les militaires sont partie prenante de la nation, de la population. Ils ne peuvent pas être au service d'un homme. Le chef de l'État a une protection, pas l'armée, le peuple. Le jour où le peuple cesse d'être la protection du chef de l'État, c'est qu'il a perdu sa légitimité. Vous comprenez? La protection d'un chef d'État, ce n'est pas l'armée. L'armée, c'est fait pour la protection des frontières. Mais elle ne fonctionne pas comme ça en ce moment. Donc, quelles sont les réformes que vous allez apporter de manière profonde pour être sûr qu'elle ne reste pas ancrée, disons-le comme ça, dans ses réflexes? Votre question, elle est pertinente. Elle est importante. Mais permettez-moi que je n'esquisse pas de solution parce que je ne suis pas militaire. J'aurai donc une expertise. Des militaires qui seront à côté de moi. Je mettrai les hommes de droit. Je mettrai les défenseurs des droits de l'homme. Je mettrai les religieux. Je mettrai... Tout cet ensemble-là doit s'asseoir pour éclairer et dire voilà le modèle qui peut nous convenir. C'est sur la base de ce modèle
conformément aux dispositions des lois et de la Constitution, que je gouvernerai la partie qui procède donc de ma responsabilité à partir des conclusions de ce collège que je mettrai en place. Et dans ce cas, monsieur le ministre candidat, vous avez été ministre de la Communication pendant près de 10 ans. On vous doit les états généraux de la communication. On vous doit également les autorisations d'ouverture de pas mal de radios. Vous êtes un peu l'autre père des radios libres. Mais la liberté de la presse préoccupe. Il n'y a pas de démocratie sans liberté de la presse. Tout ce que vous dites est bien beau, mais il faudrait bien que la presse puisse jouer son rôle, accomplir ses missions, de surveiller, de dénoncer, d'enquêter et de révéler. En tant qu'ancien ministre de la Communication, souvent critiqué d'ailleurs pour la gestion des médias, quelles mesures concrètes mettrez-vous en œuvre pour garantir une indépendance totale des médias privés et publics et que la CRTV ne soit plus la caisse de résonance du gouvernement, mais puisse également aussi aller au cœur des enquêtes avec les moyens qu'on leur donne? Votre question, elle est pertinente. Elle me prescrit donc de faire une rétrospective événementielle quant à la manière dont nous avons gouverné la communication. Avant que je ne vienne, messieurs les journalistes, il ne vous était pas possible d'aller à la présidence, à la primature, aller à la rencontre des ministres. C'est vrai. Il a fallu que je vienne pour que cette liberté vous soit concédée. Il a fallu que je vienne. J'ai acheté 2 cars pour vous transporter partout où il y avait des événements. Vous ne vous en souvenez pas? On s'en souvient. Bon, ça c'est l'œuvre de Chiroma. J'ai organisé les états généraux de la communication. Là, j'ai été terriblement frustré. J'étais sur le point de mettre en place un compte d'affectation qui serait alimenté par des revenus générés par la publicité, mais en particulier par les télévisions et radios aujourd'hui qui existent sans licence, sans rien. J'ai prélevé donc 2% des moyens en provenance de les câbleaux distributeurs, là on les appelle comment? Les télédistributeurs. Voilà, les câbleaux distributeurs. Du temps où moi j'étais ministre, ils n'avaient pas de licence. Par an, ils collectaient 6 à 7, 8 milliards. Il n'y avait pas de licence. C'était donc free of everything. Donc, moi, j'ai donc suggéré, et ça avait été accepté lors des états généraux de la communication, qu'on prélève 2% des avantages issus de la publicité et qu'on taxe donc ces câbleaux distributeurs. Cet argent aurait permis à mettre en place, disons, un fonds spécial, un compte d'affectation. Un compte d'affectation destiné à financer la presse. Aujourd'hui, excusez-moi d'être violent, mais c'est aussi la liberté, beaucoup de journalistes sont devenus un peu, ils vont taper sur moi, mais c'est pas grave, ou bien des mercenaires de la plume ou de la parole, on les instrumentalise. Le même journaliste, vous lui donnez 10 000 pour qu'il descende en flamme quelqu'un, la même personne vient lui donner 15 ou 20 000, il dit exactement le contraire de ce qu'il avait fait, simplement parce qu'ils sont instrumentalisés, simplement parce qu'ils ne sont pas à l'abri de l'indigence. Dès lors que les journalistes sont à l'abri de l'indigence, ils respecteront l'éthique, la déontologie du métier. Aujourd'hui, ça n'existe pas, n'est-ce pas? Donc, le problème donc de la liberté de la presse. Lorsque, en 2015 ou 2016, lorsque le problème de la sécession a éclaté. En 2016. Voilà, en 2016. Je suis allé à une télévision, je pense que c'était Canal 2, excusez-moi, je fais publicité pour personne. Et la journaliste, de manière impertinente, mais là, elle me provoquait, et dit, monsieur le ministre, comment? Carole Yemelon. Voilà, elle aimait me provoquer. Alors, elle me dit, mais monsieur le ministre, vous dites, voilà, il y a la liberté de la presse. Que diriez-vous si je donnais la parole à un sécessionniste? Comme ça, vous comprenez. Je dis, vous donnez ça à un sécessionniste, je ferme votre télévision immédiatement. Immédiatement, parce que la liberté s'arrête là où commence la menace existentielle de l'État. Lorsque les États-Unis sont en guerre, toute la presse américaine, Fox, CNN et tous les autres, alignés pour la protection
de la nation, de l'État, parce que l'enjeu, c'est la protection. Voyez-vous? Donc la liberté, elle doit être, mais elle doit être conditionnée. Lorsque l'enjeu est le devenir collectif, il faut absolument qu'elle s'aligne. Voyez-vous? Et tout à l'heure, je parlais des partis politiques. Quel que soit votre parti politique, si vous apprenez, quelle que soit l'adversité que vous avez vis-à-vis du chef de l'État, lorsqu'il est confronté à un problème existentiel, dans le cadre de Bakassi, dans le cadre du Nozo, Boko Haram et autres, toute la presse doit s'aligner pour protéger l'intégrité territoriale de notre nation. Donc la liberté de la presse, c'est bien, mais il faudrait qu'elle agisse dans un cadre bien circonscrit. Et une question liée à votre précédent ministère, Marie-Flore Abassana, c'est l'emploi des jeunes. L'emploi des jeunes, c'est vrai qu'il l'a évoqué tout à l'heure, il s'est un tout petit peu attardé. En tant qu'ancien ministre de l'Emploi, vous connaissez l'ampleur du chômage, M. Issa Chiroma Bakary. Quel est le secteur, selon vous, le secteur d'activité dans lequel votre gouvernement s'engagera à créer des centaines de milliers d'emplois et comment mesurez-vous ce succès? Très bien, mais avant, je profite de cette radio pour régler un compte. Pas avec moi, monsieur le ministre. La campagne, Non. Heureusement. Non, mais je vais régler un compte. Mes adversaires politiques, mes contradicteurs. Oui, Chiroma, qu'est-ce que vous avez fait de 110 milliards de la TNT? Qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez détourné, n'est-ce pas? C'est des gens de très mauvaise foi. Je profite de cette occasion pour dire, ni le gouvernement chinois, ni le gouvernement camerounais n'a sorti un franc. Vous savez, la CAN féminine n'aurait pas pu avoir lieu si je n'avais pas gagné la confiance de l'opérateur économique chinois qui a permis que j'aille faire venir par avion, souvenez-vous, les Obivan. Les gros cars de la CRTV. Les gros cars de la CRTV. Alors que le gouvernement n'a pas déboursé un franc, ils ont accepté que je prenne donc des Tupolev pour faire venir simplement en raison de la confiance. Alors mes détracteurs disent oui, Chiroma a pris 400 millions. Écoutez la bêtise que je suis sorti de la Chine avec des yuans. Comment est-ce que les Chinois peuvent accepter qu'on mette 400 millions, l'équivalent de 400 millions dans les poches pour que Chiroma sorte avec? C'est infantiliser les Camerounais. Je profite donc de c'est des menteurs. De deux, le président de la République a accordé un marché à un opérateur économique qu'on appelle StarTime en 2015. Nous sommes en 2020. Les collaborateurs proches du chef de l'État, c'est eux qui ont bloqué la mise en place de notre TNT. Je dis, ils ont bloqué. Je profite de ça dans le cadre de cette campagne pour les dénoncer. Ils se connaissent. Je ne vais pas mettre des noms. Aujourd'hui, la CRTV est en train de s'écrouler parce que des collaborateurs du chef de l'État, ils se connaissent. Ils ont mis donc des vétos. Ils ont dit que Chiroma, je ne vais pas aller jusque dans les détails. Voyez-vous, parce qu'il faut s'abstenir de dire un certain nombre de choses. Mais parce que Chiroma n'a pas marché selon leurs attentes, et parce qu'ils ont le privilège de voir le chef de l'État, de discuter avec ou de lui faire des notes, pas moi, alors ils ont dit que voilà, ils ont menti, ils ont dit des contre-vérités. Mais si vous allez à la CRTV, le DG de la CRTV, c'est exactement ce qui s'est passé, mes anciens collaborateurs également. Donc la CRTV n'a pas fait donc, la TNT simplement parce que le président de la République a signé un contrat, et c'est ça le drame de notre pays. Il a donné des engagements, mettez ça là en œuvre. Eh bien, ses collaborateurs ont bloqué, et la CRTV aujourd'hui risque de s'effondrer. Je profite donc de votre machin pour dénoncer. Quelle était votre question? C'était au niveau de l'emploi des jeunes. Emploi des jeunes. Quel est le domaine? Oui, donc vous allez attaquer le premier pour un domaine générateur d'emploi. C'est d'abord l'agriculture. Lorsqu'une industrie s'installe, une industrie extractive, par exemple, cette industrie s'installe et fait venir la main-d'œuvre étrangère pour travailler. Les Camerounais voient simplement
tous les bénéfices qu'ils auraient pu en tirer, sortir et partir. Simplement parce qu'ils n'ont pas la qualification professionnelle pour faire ce travail. Ce qui est urgent donc, c'est deux domaines aujourd'hui. Le domaine de la TNT. Avec le handicap, il faudrait qu'il y ait des infrastructures de la TNT, de la TIC. La TIC, oui. Voilà, TIC. Il faut qu'il y ait des infrastructures de la TIC. Il faudrait qu'il y ait de l'électricité abondante à bon marché. Il faudrait, disons, des infrastructures et tout ce qui va avec. Ça, on peut le faire. Puisque dans ce domaine-là, vous êtes assis chez vous, vous pouvez travailler à l'international. Ça, c'est facile. Mais il y a également l'agriculture. Mais l'agriculture, il y a également des réformes agraires quand même il faut entreprendre. Et foncière aussi. Et foncière, agraire et foncière. Ça, nous avons ça présent à l'esprit et nous le ferons. Mais c'est d'abord l'agriculture, l'élevage, les TIC et tout. Le secteur énergétique, effectivement, madame. Donc, voilà donc les priorités. Mais une fois de plus, il faut multiplier les centres de formation professionnelle. L'avenir. Aujourd'hui, nos enfants meurent dans le désert de désespoir. Ils meurent dans les océans de désespoir. Simplement parce qu'il y a eu cécité politique. Je vous ai dit tout à l'heure, il faut mettre des ingénieurs. Un grand savant avec un grand diplôme universitaire, une agrégation, machin, je n'ai rien contre. Mais une fois de plus, les agrégations, les doctorats, tout ça, ça organise la cité. Mais ça ne crée pas de la richesse. Est-ce qu'à côté de cela, M. Issa Chiroma Bakary, vous n'allez pas également vous attaquer à la corruption, au détournement de fonds? On sait que vous avez été ministre pendant la période de la corruption systémique, pratiquement. Quelle est la première institution de contrôle, un peu comme la CONAC que nous avons aujourd'hui, que vous rendrez véritablement indépendante? Et par quel mécanisme légal pour traquer l'impunité? Vous semblez ne pas être d'accord avec la CONAC. Non, ne dites pas ce que je n'ai pas dit. Oui. Mais je me permets une réflexion. Est-ce que la corruption a disparu? Non. Non. Donc la corruption cohabite avec la CONAC. Non. Avec tout ce... La NIF, la CONAC. La NIF. Voyez-vous... Est-ce que lorsque vous avez un instrument dont la mise en œuvre permet l'éradication, oui, c'est efficace. Toutes ces institutions qu'on a mises en place et dont l'objet est de lutter contre la corruption et le détournement massif. Le détournement massif continue. L'unité de détournement dans notre pays aujourd'hui, ce n'est pas le franc. N'est-ce pas, ce n'est pas le millier. C'est le milliard. Ah, ça, c'est qui vous dites, c'est vous qui le dites. Bon, je valide ce que vous dites. C'est ce qui se dit. Alors, je vous dis une chose. Ce n'est pas la nostalgie. Puis vous savez, du régime du président Aïdjo, je n'ai eu qu'une seule grâce, d'avoir continué mes études. Je suis ingénieur de chemin de fer, je suis ingénieur SUPMECA à Paris. Pour ceux qui aimeraient bien savoir, vous allez donc sur la toile SUPMECA Issa Bakary. À l'époque, je m'appelais Issa Bakary, mais Issa Chiroma Bakary, vous verrez donc mon parcours et tout. Alors, du temps du président Aïdjo, vous détournez, madame, 500 000 francs CFA, 500 000, 10 ans d'emprisonnement. Vous avez compris ce que j'ai dit? Vous avez détourné 500 000. 10 ans d'emprisonnement. C'est-à-dire que la richesse nationale était sacrée et sa désacralisation vous coûte cher. Vous mettez simplement ça. La corruption va disparaître, monsieur. Et vous dites que la richesse nationale est sacrée et sa désacralisation vous expose à temps et vous le rendez effectif. Les gens ne chercheront plus à aller à l'ENAM ou à la fonction publique. Ils iront vers la santé. Monsieur le ministre, puisqu'on parle d'argent, est-ce que vous comptez quitter le CFA et créer une monnaie propre au Cameroun? Si oui, en combien de temps? Wonderful. Monsieur le ministre, l'argent est le reflet de l'économie. OK? L'argent est le reflet de l'économie. Pour envisager la création d'une monnaie, ça suppose que vous avez une économie solide
qui peut résister à des attaques financières des financiers véreux dans le monde. Aujourd'hui, vous y pensez, mon cher monsieur, votre monnaie s'effondre pour ne ressembler à rien du tout. La création de la monnaie repose sur l'économie. La première des choses que je ferai d'abord, c'est la résurrection de notre économie. Il faudrait que nous ayons une économie qui soit capable de produire de la richesse. Il faudrait que nous ayons une économie qui nous mette à l'abri de la menace existentielle. Nous n'avons pas la souveraineté alimentaire. Aujourd'hui, si on met l'embargo sur l'importation du riz, du maïs, des engrais, tout va s'écrouler, tout va s'arrêter pour s'écrouler. Pas simplement parce que nous n'avons même pas la souveraineté alimentaire. Ce dont nous mangeons aujourd'hui, une bonne partie nous vient de l'extérieur, alors que nous avons des terres, nous avons de l'eau, nous avons tout pour prospérer. Donc, la priorité aujourd'hui, c'est d'abord arracher notre dépendance de l'extérieur. Monsieur le ministre candidat, si vous partez de ce studio sans qu'on évoque les 5 préoccupations majeures des Camerounais, nous aurons raté notre mission, c'est votre grand meeting. Nous parlerons de la légitimité du Nord avec ces 2 candidatures de Garoua, Bello Bouba et vous. Lamido a fait une sortie qui préoccupe les Camerounais et nous devons vous interpeller sur la question. L'avantage, c'est que vous êtes un homme, un esprit libre, vous parlez sans complexe. Nous parlerons du statut de l'opposition. Vous en êtes un. Vous connaissez comment ça fonctionne dans l'opposition camerounaise, ce que vous ferez du chef de file de l'opposition, sa place dans le système gouvernant. Nous parlerons de la réduction des mandats, qui est d'ailleurs l'un des éléments de la séduction de votre campagne. Tout le monde en parle. Et nous parlerons de l'indépendance de la justice et du code électoral. Permettez que nous puissions évoquer ces 5 questions avant de vous laisser partir. Fond René Marquez a une préoccupation. Avant qu'il ne parle, est-ce que j'ai répondu à vos questions? Parce que oui, bien sûr. Ça va? Oui, ça va. Yes, Mr. Minister, after maybe parting ways with your long-time ally, Paul Biya, some Cameroonians who want to, maybe you set the record straight as far as some issues, national issues are concerned. I want to take the case of the Vanessa Chachu case. On several occasions, she has called you out for you to maybe set the record straight as per what happened in 2011 when her child was stolen. Now, maybe to give an idea of what really transpired, was the child, maybe to give an idea, a detailed explanation of what really transpired during that period. I have no answer. This depends on the Minister of Health. I was a spokesperson of the government. Because on several occasions she has come out to call you out. Maybe it's She's wrong. She's wrong. In which capacity would she like me to explain or to justify? In which capacity? I'm not Minister of Health. The child disappeared in a hospital. I do not manage hospital. Not at all. What has taken place, I don't know. The minister tells me this is what has happened, and these are the measures that we have taken or will be taken in order to find what has taken, what took place, and when it is known, the minister in charge of communication will take the issue to the public. Let Madame Vanessa ask her to leave me alone. I'm not the Minister of Health. You see? This is not my duty. She can call the Prime Minister, who has an overview of the functioning of the government, no problem. But in which capacity does she want me to explain? In which capacity? Do I manager of hospital? Am I the manager of Ministry of Health? Not at all. Please. Donc si on vous comprend bien, Monsieur Issa Chiroma Bakary, de ce temps-là, vous répondiez seulement en tant que porte-parole du gouvernement. Vous n'êtes pas le ministre de la Santé publique de cette époque.
Non plus le responsable de la structure, l'enfant avait disparu. Vous savez, au gouvernement, lorsqu'il y a des crises, lorsqu'il y a des brûlots, lorsque le gouvernement a une patate chaude, on la file à qui? Au ministre de la Communication? Au ministre de la Communication. On dit au ministre, débrouillez-vous. Voilà ce qui ne va pas, débrouillez-vous. Au ministre de se débrouiller. Si le ministre se débrouille bien, ça va. Si le ministre se débrouille mal, il saute. C'est le ministère le plus où l'éjection est le plus imminent à chaque sortie. Paul, maybe we're expecting you to maybe do deep investigation before maybe doing Not that this is not my problem. No, not at all. If you journalists, you are not happy, yes, this is my field of competence and talent. But any other problem which does not fall within the framework of my responsibility, I just lend my voice to explain according to understanding vision of the ministry in which has been pinpointed. Okay? Please, this is not problem of Chiroma. Forget about me. Okay? Peut-être que c'est le problème de la justice. Justement, et on parlera de la réforme de la justice. Oui, alors si c'est la justice aussi, je ne suis pas ministre de la justice. Et voici donc ces questions qui concernent les réformes que le régime a toujours refusé de voir en profondeur. Le code électoral, monsieur le ministre candidat Issa Chiroma Bakary, parlons donc de ce code électoral. Si vous êtes élu président, vous êtes élu, vous serez élu président. C'est votre conviction et nous la comprenons. Dans les 100 premiers jours, quelle est la première réforme que vous apporterez à la démocratie camerounaise, quitte à, même s'il faut mécontenter vos anciens partenaires du régime, quitte à aller à l'encontre même de la majorité ou du consensus qui vous soutient? La question, elle est pertinente. Quel est le rôle de la justice? C'est le régulateur du jeu sociétal. Il est le régulateur du jeu sociétal. La justice doit être neutre. La justice doit dire le droit, sans prisme, sans favoritisme. Malheureusement, tel n'est pas le cas. Il y a 3 corps qui doivent être privilégiés dans mon administration. L'éducation. Aujourd'hui, l'éducation, les enseignants sont les plus malheureux. Et aussi longtemps que les enseignants ne seront pas payés à la hauteur de ce qui leur revient de droit, qu'ils ne seront pas honorés, nous ne sortirons pas du sous-développement. Je dis bien, nous ne sortirons pas du sous-développement. Donc, l'enseignement primaire, secondaire, supérieur, professionnel, tous ceux-là qui détiennent un savoir de qualité et qu'ils partagent avec nos enfants, il faut qu'ils soient des princes, il faut qu'ils soient privilégiés. Et accéder à cette fonction doit faire l'envie des Camerounais, pas les NAM, mais aller à l'éducation parce qu'on est très bien payé, on est bien rémunéré, parce que nous formons les Camerounais d'aujourd'hui et de demain. Le problème de la santé également, une nation en bonne santé est en mesure de se développer. Et donc, le troisième, la justice. Ces 3-là doivent, dans mon gouvernement, je vais m'y attaquer immédiatement. Et sur le code électoral? Oui, écoutez, le code électoral, ce que nous constatons dans le monde entier, le code électoral est rédigé par le parti au pouvoir et il ne rédigera jamais quelque chose qui lui soit défavorable. Dans le monde entier, c'est pas vrai? Vous ferez la même chose? Ce sera le cas pour vous? Mais attendez, comment? Je vous dis déjà ce qu'on constate. Maintenant, moi, président de la République, écoutez, je ferai venir les uns et les autres. Il faudrait donner aux Camerounais la possibilité de choisir l'homme sur qui ils jettent leur dévolu. C'est simplement ça. Il faut apporter des réformes. Par exemple, le jour où on aura un bulletin unique, le bourrage des urnes disparaîtra. Ok, le jour où on aura un bulletin unique, ça fait partie. Le jour où on aura, par exemple, une élection à 2 tours, pour ce qui est de l'élection présidentielle, ou même la proportionnelle, que cela se fasse de manière encore beaucoup plus équitable. Je vais vous donner un exemple qui
qui nous chagrine encore. Je prends l'exemple. Mon département, la Benoué. La population est d'1 million, 2 million, 5, je ne sais pas. Nous avons 4 députés. Vous prenez toute la région du Sud, ils sont à moins de 600 000, il y a 11 députés. Quel est alors le critère? Quel est le critère? Vous avez ici plus du million avec 4 députés. Et là, vous avez un peu plus de 500 000, 11 députés. Vous faites comment? Ce que je vous dis, c'est la réalité aujourd'hui. Donc, il faut de l'équité, il faut de la justice. Il faut de l'équité, il faut de la justice. Mais il y a également la légitimité du Nord, M. Issa Chiroma Bakary. Vos candidatures ainsi que celle de Bello Bouba Maïgari fragmentent le vote du Nord. Si aucun de vous deux n'accède à la victoire finale, comment utiliserez-vous votre influence pour éviter un chaos politique ou une résurgence des clivages? Avec ce que je suis en train de faire, n'êtes-vous pas convaincu que je battrai tout le monde? La vérité, je battrai tout le monde. Tous les sondages placent Chiroma en tête. Et ces sondages ont été honorés par les meetings que j'organise. Lorsque j'organise, hier j'ai failli être écrasé. Vous avez bien vu qu'il a fallu que ma communication se fasse à partir de ma voiture. Ça c'est, this is the testimony of what people think about my party. Ici, c'est le témoignage vivant. Voyez-vous? Alors, vous parlez de... Ah, regardez. Bon Dieu. Qui a déjà fait comme ça, là? Qui a fait ça? Jamais de l'histoire du Cameroun. Jamais. Même le concert des vedettes de tout ce que vous pouvez imaginer. Ils peuvent pas faire ça. Jamais. Comment? Et alors? Attendez, j'ai pas fini. Donc, alors, je vais pas parler de mon frère, de mon ami. J'explique aux auditeurs, il est en train de se voir à la télé. Il regarde les images de son meeting. Oui, mais enfin, ces gens sont venus écouter un homme. Ils sont venus à la rencontre d'un homme. Et la situation est telle que je pouvais même pas sortir. Je pouvais pas sortir. Donc, Bello, il est candidat. Je suis candidat. Mais vous avez une démarche réductrice. Expliquez-nous. Le Nord à lui seul, dans une élection comme celle-là, pèse d'un poids incontestablement. Mais à lui tout seul ne suffit pas. Aujourd'hui, tout le Nord est derrière Chiroma. Je dis bien tout le Grand Nord. Vous avez vu mon meeting de Ngaoundéré? Nous avons vu des images, oui, on avait des reporters sur place. Je peux vous dire une chose, jamais de l'histoire de politique, il n'y a eu un tel rassemblement. Jamais. Ngaoundéré était supposé être son fief, n'est-ce pas? Supposé être aujourd'hui Chiroma à tout prix. Chiroma, c'est l'ouragan, c'est une tempête qui souffle et emporte tout sur son passage. Donc aujourd'hui, Chiroma a plus que tous les autres opposants réunis. Oui. Espérez-vous un ralliement d'ici la date fatidique du 12 octobre prochain? Espérez-vous quelqu'un qui puisse vous rejoindre, un des candidats? Probablement, il y a quelque chose. Il y a mon directeur à la fois de la communication et aujourd'hui de campagne qui est assis derrière moi. Comme il ne lui est pas possible de me souffler quelque chose, je ne sais pas s'il y aura... Il se peut qu'il y ait des ralliements. Mais vous savez, Chiroma, ce que je fais, vous savez, j'aurais tort de bomber le torse. Est-ce qu'on peut avoir le scope du directeur de campagne, du directeur de la communication? Dites-nous quelque chose. Eh bien... Vas-y. Oui, le micro est ouvert. Eh bien, le président l'a si bien dit. Hein. Premièrement, nous, le plus grand ralliement et la plus grande coalition, c'est avec le peuple. Et ça, c'est déjà indéniable. Maintenant, si des personnes voudront nous soutenir, et il y en a plein qui sont en train de négocier pour pouvoir nous rallier, on sera vraiment des preneurs. Mais il est très, très important de comprendre qu'à cette heure-ci, où les bulletins de vote ne sont pas arrivés dans le bureau de vote, c'est-à-dire s'il y a 12 candidats, qui est ralliement ou pas,
il y aura 12 bulletins de vote. C'est ça. Alors, ça ne fait pas vraiment une très grande différence parce que si quelqu'un a décidé de voter pour un candidat qui se trouve dans un bureau de vote, il va décider de choisir son candidat. Et s'il y a un mot d'ordre qui a été donné dans un village et qui n'a pas été bien communiqué, ces personnes-là ne changeront pas d'avis. Alors c'est pour ça que pour nous, l'importance primordiale est de continuer notre coalition avec le peuple. Et c'est ce qui s'ensuit. Merci beaucoup. Alors, monsieur le ministre candidat... Non, à ce stade, Oui. je voudrais dire une chose. Nous vous écoutons. Le RDPC a bâti sa campagne sur l'impossibilité pour l'opposition de présenter un candidat unique. N'est-ce pas? Or, le peuple plus intelligent, le peuple dit, ok, ce qui se passe dans les états-majors des partis politiques, fait. Nous, on a déjà fait notre coalition. Et nous avons identifié le candidat et c'est lui qui sera notre leader. Maintenant, vous, au niveau de vos états-majors, si vous voulez, réunissez-vous. Si vous ne voulez pas, c'est votre problème. Nous, le peuple, nous avons identifié l'homme qu'il nous faut. Et puis, nous, c'est Chiroma. Quel candidat? Vous savez, je suis passé par Tchang. J'ai failli ne pas rentrer. Ils m'ont dit, comme vous avez fait à Bafoussam, vous restez ici ou promettez que vous allez revenir. Parce que le peuple veut. Le peuple s'identifie à l'homme qui leur paraît sincère et vrai. Qu'est-ce qui fait votre force? Vous rassemblez des foules. Les gens vous attendent 11h à 19h, sous la pluie. Et vous avez vu ça, plus de 100 000. Est-ce que vous l'avez annoncé? Nous l'avons annoncé, monsieur le ministre. Oui, bien sûr, nous l'avons annoncé. Alors, On l'a annoncé. oui. Qu'est-ce qui fait votre force? Regardez le chemin de l'entrée de Douala. Mais de Bonabéry jusqu'au lieu, j'ai passé plus de 2h30. Regardez la foule qui m'accompagnait. Même ici, dehors, à Balafon, c'est plein là dehors. Il y a du monde. Alors, Il y a du monde. Nous sommes en direct, il y a du monde dehors. Le charme, c'est quelque chose de simple. C'est ce que je fais. Je ne suis qu'un instrument entre les mains du Créateur. Issa, Certains vous appellent notre bon diable. Vous l'avez certainement écouté hier. Ça vous a fait rire qu'on vous appelle le bon diable? Mais pourquoi vous ne dites pas que j'ai dansé aussi? Vous avez dansé? Issa, votre prénom, en traduction, veut dire Jésus. Oui. Vous voyez-vous comme le Messie? Écoutez, je vous dis que je dois d'abord faire preuve d'humilité et de dire que ce qui se passe là, je n'y suis pour rien. Je ne suis qu'un instrument entre les mains du Créateur. Et je profite pour dire que ma protection reste le peuple, parce qu'à l'heure où je vous parle, je fais l'objet d'une menace existentielle. Ah bon? On me menace de m'arrêter, on me menace de m'emprisonner, on me menace de ci ou ça. C'est quelque chose de connu. J'ai dit et je répète, ma protection, c'est le peuple. Alors, monsieur le ministre candidat, parlons de l'opposition. Elle vous écoute, elle vous regarde, elle vous a même retrouvé. Anissé Kane vous accompagne partout. Il prend la parole et défend votre combat. Pour lui, l'heure n'est plus au calcul, il faut penser à nos enfants et aux enfants de nos enfants. Quel statut, avec quels moyens financiers et institutionnels, monsieur le ministre candidat, comptez-vous accorder au chef de file de l'opposition pour qu'il puisse exercer un véritable contre-pouvoir et permettre à l'opposition de véritablement exister et d'aller dans une élection à armes égales avec vous qui serez au pouvoir? Bon, si encore vous êtes élu, vous allez trouver que je ne suis pas très confiant. Voilà. Oui, je comprends un peu votre scepticisme. Je ne suis pas sceptique, non. Votre réserve, parce que Balafon, c'est la radio où, qu'il n'y a pas de souci, mais retirez ces prismes et vous reconnaîtrez la valeur de l'homme que vous avez. Nous ne vous sous-estimons pas, monsieur le ministre. Très bien. Alors, pour ce qui est du statut de l'opposition, je ne peux pas vous dire, mais ce que je constate aujourd'hui, le fait de museler l'opposition appauvrit aujourd'hui le débat politique et paupérise et l'opposition et la presse. Vous savez, je ne sais pas qui m'a posé la question. Si vous prenez je ne vais pas leur faire la publicité, ça va. Dites quelque chose. Non, pour l'opposition, je pense réellement, c'est indispensable qu'il y ait des aiguillons, qu'il y ait une structure qui abrite en son sein des hommes et des femmes de qualité,
pertinent, intelligent, qui rappelle en permanence les dérives et les travers du parti au pouvoir. C'est indispensable. Mais il faudrait également que cette opposition-là soit une opposition pas de façade. Il faudrait que ce soit une opposition réelle, pas une opposition de façade. Mais dans un pays où aujourd'hui la pauvreté, la misère, elle est sensible, le pouvoir lui-même, il a tendance à créer son opposition. Il crée son opposition et ces gens, donc, il les envoie parce que c'est des partis politiques qui existent, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, le statut de l'opposition, il faut absolument qu'il y ait une séance de travail. Aujourd'hui, par exemple, ceux qui nous gouvernent aujourd'hui savent un jour ce qui les attend de toute façon. C'est de se retrouver à l'opposition si ce parti n'implose pas. Parce que c'est une étoile qui a fini de consumer son énergie. Et en physique, on dit donc une telle étoile va s'effondrer, va imploser. C'est ce qui attend ce parti. D'ailleurs, vous le ressentez. Le malaise qu'il y a au sein de ce parti-là est un témoignage. Il y en a tellement que ça annonce donc un syndrome de fin de règne. Mais ça, c'est autre chose. L'opposition, il faudrait qu'il y ait une opposition qui soit capable d'assumer de l'alternance. Et pour cela, il faudrait que cette opposition... Vous savez, j'ai eu le privilège d'avoir été l'un des pères fondateurs de la coordination des partis politiques. Nous sommes passés à 3 mois du pouvoir. Nous l'avons perdu le jour où le dirigeant de l'UNDP a décidé d'évincer Eboa. Le jour où il a décidé d'évincer Eboa, c'est ce jour-là que toute la nation s'est retrouvée dans la situation qui est la nôtre. Parce que nous avons perdu le pouvoir à 3 mois. 3 mois. On a évincé Eboa, 3 mois. Parce que si on allait unis, on aurait pu avoir au moins 100 députés. Parce que sans Eboa, nous en avons eu 68. Avec Eboa... Parmi lesquels vous? Parmi lesquels moi. Moi, j'étais le député de Garwa, mais j'ai même eu le redoutable privilège de battre le premier ministre de l'époque, Sadou Hayatou, voyez-vous. Donc, le fait qu'il ait évincé Eboa, c'est ça qui nous a précipités là. La deuxième chose, j'ai été également membre de la coalition des partis politiques. Là également, nous étions 15 leaders, et les candidats, c'était Frundi, Ndamjoya, le ministre Sanda et le ministre Yondo Marcel. Là également, malheureusement, nous n'avons pas été en mesure de désigner un. Alors, simplement parce qu'au niveau de l'opposition, il y a des égos d'abord surdimensionnés, mais il y a également l'instrumentalisation. En politique, si vous n'avez pas les moyens, vous faites la politique de ceux qui en ont. C'est ça. En politique, il faut vous mettre à l'abri du strict minimum, à l'abri de l'indigence. Monsieur le ministre candidat, le président candidat Paul Biya est annoncé à l'extrême nord, notamment à Maroua. Quand? Demain. Ah bon? Vous irez à sa rencontre en tant que fils du Nord. Ça, c'est de la provocation. Je retire ma question. Très bien. Nous allons sortir bientôt cet entretien, monsieur le ministre. Justement, les Camerounais sont fragmentés, ils sont divisés. Vous les voyez sur les réseaux sociaux, ils s'invectivent à chaque seconde. Que comptez-vous faire? Comment, après votre élection, qu'est-ce que vous allez mettre en place pour réconcilier les Camerounais du nord au sud, de l'est à l'ouest, et de créer un véritable État-nation? Oui, indispensable. Je vais d'abord sonner le rassemblement. Il y a péril en la demeure. Le navire aujourd'hui est en train d'avancer en dessous de la ligne de flottaison. Et il y a l'orage qui souffle. Il y a les ouragans. Il faut donc absolument inviter les Camerounais les uns et les autres à privilégier l'avenir. Les Camerounais s'invectivent. Les Camerounais s'insultent. Le tribalisme, le communautarisme, le sectarisme, toutes ces choses-là sont le reflet de la pauvreté intellectuelle d'abord, mais de la pauvreté tout court. Multipliez la richesse dans le pays. Ne donnez pas aux gens la possibilité de se distraire ailleurs. Très peu feront de la politique.
Aujourd'hui, les gens font la politique parce qu'ils estiment que les responsables de notre nation ont échoué. Il faut absolument une relève, il faut ci ou ça. Lorsqu'il y aura prospérité dans ce pays, je vous assure, oui, il y aura de l'opposition, mais elle ne sera pas violente. Il y aura de l'opposition, mais ce sera une opposition responsable. Moi, je créerai d'abord deux choses. Équité dans le partage de la richesse nationale. Une justice affranchie de la subordination du pouvoir, qui soit un véritable régulateur du jeu sociétal. Avec ça, là, vous allez voir que la pauvreté, la haine et tout ça, là, ça disparaîtra. Et votre limitation de mandat, vous l'avez dit, vous le maintenez. Oui, vous serez président pour combien de mandats? Oui, écoutez, maximum un mandat, je dis bien maximum. De 7 ans? Maximum, oui, c'est qu'autorise la Constitution parce que je suis candidat de l'Union de l'opposition, de l'Union pour le changement. Oui. Je suis candidat de l'Union pour le changement. J'ai adopté donc le programme de l'Union pour le changement. Et dans ce cas-là, on s'est accordé 3 à 5 ans juste pour réformer, pour réparer, reformer et refonder. Elles sont douloureuses, les réformes, monsieur le ministre candidat. Il faut qu'on se retrousse les manches. Vous allez maintenir le Sénat? Écoutez, bon, je ne sais pas pourquoi bon, bref, je ne vais pas... Voilà. C'est une fois au gouvernement, nous ferons d'abord l'état des lieux. Quelle est la situation de nos finances? L'endettement du Cameroun, c'est jusqu'à quel point? Sommes-nous encore solvables? Continuerons-nous à emprunter à des taux usuraires en raison donc de tous les déficits que nous avons? Mais ça, vous devez le dire, le savoir, monsieur le ministre. Comment? Vous devez dire savoir quel est le niveau d'endettement du pays à ce moment. Oui, j'aurais dû. Vous savez, quand j'ai une responsabilité, je l'assume jusqu'au bout. J'ai été au ministre des Transports, ce que j'ai fait jusqu'à présent, c'est ça qui marche. J'ai créé le péage, le pesage, le fonds routier, les ADC. C'est moi qui ai mis en place les instruments qu'il y a aujourd'hui à notre terminal à container, les équipements au port de Douala. À la communication, vous journalistes, vous êtes témoins de ce que j'ai fait. À l'emploi et la formation professionnelle aujourd'hui, j'ai sorti ce ministère de l'éteignoir pour être aujourd'hui un ministère envié. Mon privilège que Dieu m'a donné, je transforme l'ordure en or. Vous transformez l'ordure en or. Marie-Flore, une dernière question pour René Marquez et Roland Tsapi avant votre mot, votre message personnel, direct et sans filtre à vos électeurs. Marie-Flore. René Marquez. Yes, Mr. Minister, I've been following your campaign trail all over the national territory. Now, in one of your campaigns, you talked about the fact that if you are arrested, the population will release you. Now, I want to find out, can you clarify me or clarify us what you meant by that statement? And also, is there, are you suggesting that there is a threat against you as far as maybe that is concerned? Yes, indeed. Indeed, there is a threat. No doubt. I say that I am not standing on my own. The people have chosen me to lead this fight. I am the people representative. And if there is threat within the people, be with the people, they will not arrest me because the nation as such should rise and say enough is enough. Chiroma is our representative. Whatever he did or was about to do, he does it on behalf of the people. That reason why I say that the most efficient, unbreakable support and protection will come from the people. I am very much confident, but happen what may, I will remain constant in my commitment. I will defend, I will withstand the result. And the only result that we are going to accept is the one issued from the ballot box, not the one fabricated by other interests and responsible. Roland Tsapi. Oui, monsieur le ministre, si vous étiez
élu demain, la première loi des finances que vous signerez accorderait le maximum ou le plus de pourcentage à quel domaine? À l'éducation, à la santé. Éducation, santé. Évidemment, il y a des infrastructures, il y a beaucoup de choses à faire. Le drame aujourd'hui, de tous les investissements que nous connaissons, il n'y a pas un seul qui aboutit. C'est ça le drame. Où est-ce qu'on va engloutir, où est-ce qu'on va mettre de l'argent? Je pense qu'il faut déjà penser à l'éducation, à la santé, mais également aux militaires de rang. Parce que ceux-là vivent aussi la misère. Les militaires vivent aujourd'hui le déni de droits et la misère. Il faut également penser à ceux-là. Ils font partie du peuple et au sein du peuple, c'est ce corps également qui est en peine, qui est en souffrance. Voilà comment je pourrais mettre ça. Monsieur le ministre, candidat à l'élection présidentielle Issa Chiroma Bakary, votre temps est compté. On voit bien vos directeurs de campagne qui le martèlent puisque vous devez prendre la route. Nous avons analysé une partie de votre programme avec 24 points précisément, même si on n'est pas revenu totalement sur les 24 points. Mais nous avons eu l'essentiel du salut national qui est au cœur de votre démarche. Pour finir, vous avez l'opportunité, monsieur Issa Chiroma Bakary, de vous adresser sans intermédiaire à chaque électeur camerounais, où qu'il se trouve et qui vous regarde, qui vous écoute, vos messages personnels directs et sans filtre. Vous allez regarder votre caméra, elle est face à vous. Vous avez 2 minutes pour convaincre les Camerounais que l'homme qui a connu le système est le mieux placé du moins pour le sauver. Bien, mesdames et messieurs, je voudrais d'abord remercier Balafon pour m'avoir donné cette opportunité de m'adresser à vous. Notre nation se trouve aujourd'hui à la croisée des chemins. Nous devons choisir. Selon le choix que nous effectuerons, le lendemain sera porteur d'espoir ou alors poussera les Camerounais vers le désarroi, vers le désespoir. L'homme que je suis, l'élection présidentielle, c'est un contrat entre un homme et sa nation et son peuple. Chiroma, vous le connaissez. Vous savez ce que j'ai fait. Vous avez également une idée de ce que je ne peux pas faire ou que je ne sais pas faire. Faites confiance à Chiroma. Au même titre que j'ai transformé, j'ai été créateur, j'ai été protecteur, j'ai promu. Et je voudrais en cela que vous vous approchiez ou de mes collaborateurs qui sont encore ici. Pour vous, madame, par exemple, pour les dames, tous les projets supérieurs à 20 milliards dans mon département ministériel, le dernier, sont tenus par des femmes. D'ailleurs, tous les projets, la Banque mondiale, l'AFD, je les ai confiés à des dames. Donc, mesdames qui m'écoutez, vous avez aussi un partenaire en la personne de M. Chiroma. Faites-moi confiance, vous ferez partie de ceux qui gouverneront cette nation. La preuve, c'est que là où j'étais, vous pouvez vous renseigner, vous constaterez que la femme occupe la place de rêve, la femme occupe la place de choix. Quant aux autres Camerounais, vous savez, si j'avais des tares qui auraient pu être rédhibitoires à l'exercice de cette fonction, on ne m'aurait pas permis d'être où je suis. Aujourd'hui, je ne prétends pas être parfait, mais je prétends être toujours perfectible, toujours en immersion avec le peuple, en écoute avec le peuple, et c'est pour cette raison, je suppose que l'Éternel a jeté son dévolu sur moi, que vous, peuple, vous m'avez choisi. Alors, Chiroma et pouvoir, c'est tout le peuple qui est au pouvoir, en particulier vous, les dames, je vous remercie. En anglais. Vous êtes parfaitement bilingue, monsieur le ministre candidat. Well, I'm very much delighted and pleased to be here. Thank you for giving me opportunity to talk to Cameroonians. Our nation is at the crossroad. We have to be aware of it. We have to be ready to take into account our common destiny. I would like to emphasize the fact that what is at stake is our future. Today, all of us, we are in a vessel, and this vessel is threatened by hurricane, by many icebergs in the sea. The one who is presiding over our nation today, unfortunately, given his
his plight, what he is doing, I am convinced that he cannot. I want you to trust me because you know what I have achieved. I was Minister of Transport. Up to date, no minister has achieved what I did during my stay in this office. I've been Minister of Communication, spokesperson of government. There too, you can testify. You know what I achieved. Since my departure, you have an idea about what has taken place. You can compare what I did and what others did before me or after me. I'm very much proud and pleased for having done it. The last office that I held is Minister of Employment and Vocational Training. I have noticed that unfortunately, Cameroonian, lot of youth with their diploma, they cannot work. Not because of the laziness or any other problem. They cannot, despite the fact that they are graduate, just because they haven't received appropriate training, which would enable them to work in industry and in many enterprises where good and wealth have to be produced. In my capacity as the head of state, I will multiply vocational training. Cameroonian, they don't work today not because of laziness, because they don't have received the trade through training. I will privilege vocational training. I will put my weight, my mind in such a way that a Cameroonian will have a possibility to choose what trade they would like to perform, because the industrialization of our nation need craft people who have the trade. So trust me, you know what I did, and I am ready to do the best I can in order to make our nation one of the trustable, one of the most beautiful on earth. Thank you. I count on you. Ladies, you know what I can do for you, and you will be part of my government in all levels. Thank you very much. Monsieur le ministre, merci. Avant de laisser Marie-Flore conclure, elle est très personnelle, c'est une seule parce que votre trajectoire elle est inspirante. On n'a pas eu le temps de brosser toute votre biographie, votre parcours. Vous avez cité tous ces 3 ministères. Vous avez construit un parti politique qui est fort aujourd'hui. Vous aspirez à diriger le Cameroun, mais vous avez connu le fond, la case prison. Qu'est-ce que la prison vous a enseigné, monsieur le ministre? C'est la partie douloureuse de ma vie. Effectivement, j'ai passé plus de 6 ans en prison. Non pas parce que j'ai fait quelque chose. J'ai été indûment, injustement arrêté. J'ai été arrêté en 84. J'ai été traduit devant la cour martiale. J'ai été libéré. Et libre, on m'a gardé en prison. On m'a remis les menottes. On m'a gardé en prison et je suis resté donc plus de 6 ans. Qu'est-ce que la prison m'a apporté? D'abord, l'humiliation, la persécution, la torture, tout ce que vous pouvez imaginer. Mais tout ça, pour moi, c'est passé. S'il y a une grâce que l'Éternel m'a donnée, en plus d'autres, c'est de n'être pas rancunier. La rancune est quelque chose qui vous brûle d'abord, vous qui le portez. Je voudrais être un homme libre. J'aime tout le monde, compris ceux qui m'ont infligé un certain nombre de choses. Parce que si je ne l'étais pas, je n'aurais pas pu servir ce régime, voyez-vous. Donc la souffrance, la prison m'a amené l'humiliation. De l'humiliation, j'ai connu l'utilité de l'humilité, et c'est l'humilité qui vous propulse vers la grandeur. J'ai vu quelque part, on a marqué grandeur et machin, vous savez, après 43 ans, voir le Cameroun dans lequel il est aujourd'hui, on parle de grandeur, bon Dieu, je me dis, bon, écoutez, autour de vous, beaucoup de vos collaborateurs dans les ministères, quand on leur pose la question, avant de préparer cette interview, on a demandé à beaucoup de vos collaborateurs dans tous ces 3 ministères, qu'est-ce qu'ils retiennent de vous comme principale qualité? Ils nous ont dit, ils n'aiment pas l'injustice. Ça, c'est moi. Je n'aime pas l'injustice. C'est-à-dire, je vous ai donné l'exemple. La plupart des postes de directeurs dans mon ministère, ça, les hommes en souffrent. C'est les femmes que j'ai mis là-bas. Pourquoi les femmes? Parce qu'elles m'ont prouvé qu'elles sont capables. Une femme fait plus qu'un homme parce qu'elle sait qu'elle est femme. Et comme nous sommes une société
comment ça se dit encore? Patriarcal. Merci, pas matriarcal, patriarcal. La femme fait donc tout pour faire au moins autant que l'homme, sinon plus. Je vous dis, allez au ministère de l'Emploi et de la Formation professionnelle, tous les postes importants sont tenus par les femmes. Tous. Anglophones et francophones. Tous. Merci. Conclusion. Monsieur Issa Chiroma Bakary, candidat à l'élection présidentielle, nous vous remercions chaleureusement pour le temps que vous nous avez accordé, pour la clarté de vos réponses également, mais surtout pour la franchise de cet échange. Nous vous souhaitons une bonne fin de campagne. Thank you, merci. Non mais, dites ce que j'aime entendre. Une bonne chance pour la présidentielle. Et... Bonne chance, monsieur le président.